Et salut à tous et bienvenue pour un peut-être nouvel épisode de Squash FM. C'est pas sûr. Ça dépendra si je suis content du format, peut-être des retours. Ça ira peut-être sur ma chaîne perso ou ça ira peut-être sur Squash FM. C'est à confirmer pour le moment. Mais en tout cas, peut-être petite review Bad Blood, parce que c'est encore chaud, que j'ai le temps de le faire. Je sais pas si c'est quelque chose qui perdurera. En plus, là, c'est du solo, donc c'est pour ça. Pour l'instant, petit doute. Je sais pas encore si ça ira sur la chaîne Squash FM, si ça restera sur ma chaîne. Dans tous les cas, ça a été record en live directement sur ma chaîne Twitch. Peut-être dans le futur, il y aura peut-être des choses un peu plus en commun avec Sofiane. Ça dépendra aussi parce que il n'a pas forcément énormément de temps non plus, donc parfois son temps libre, il tient à le faire à autre chose que de faire uniquement des records, ce qui est compréhensible aussi. Donc là pour le moment on est plus sur une tentative, on est sur un essai plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça là je voulais, parce que je trouve qu'en plus le pay-per-view était assez intéressant sur pas mal de points, positifs comme négatifs d'ailleurs. Donc il y avait, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce pay-per-view là. Il était pas neutre du tout par rapport à la politique Triple H, par rapport à la politique juste de la WWE de manière globale. Et je trouve aussi par rapport aux accusations qu'il y a eu ces derniers temps sur la représentation des personnes de couleur, des personnes noires d'ailleurs, hein, même pas particulièrement de couleur, mais des personnes noires à la WWE. Et il y a eu des choses sur ce pay-per-view. Concrètement, oui, il s'est passé des choses. Donc, dans le contexte de Bad Blood, ouais, encore un pay-per-view à 5 cartes. Sur ce pay-per-view PLE, c'est vrai qu'on est plus sur des PLE, on n'est pas sur des pay-per-view qu'on paye à la carte. On est sur un pay-per-view dont on a accès directement via l'abonnement à Peacock, donc c'est aussi pour ça que la WWE aime pas appeler ça des pay-per-view, mais bon, je vais probablement appeler ça des pay-per-view tout du long, j'ai tellement l'habitude. Donc petit disclaimer par rapport à ça dès le début. Puis en vrai on s'en fout un peu du nom, c'est pas très important. Donc Bad Blood, ouais, qui arrive dans un contexte en fait où on attendait, parce que je crois que c'est le premier pay-per-view qui n'est pas un gros pay-per-view sur le sol américain depuis le début de l'année 2024, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la première fois que les États-Unis, eux, se tapent ce format de pay-per-view à 5 matchs. Il me semble. Parce que je crois que tous les autres formats pay-per-view à 5 matchs étaient à l'étranger. Le plus proche, ça doit être au Canada avec Money in the Bank. Donc, c'est la première fois qu'il y a ce format-là aux États-Unis. Alors déjà, pour commencer, moi j'ai trouvé le public d'Atlanta vraiment pas très très pertinent pendant tout le show. Je les ai trouvés un peu mous du genou. Ils se réveillaient de temps en temps. Après, il y avait pas forcément énormément de choses à se mettre sous la dent non plus. Mais bon, ça on va y revenir un peu plus cas par cas. À chaque fois. Mais ouais, j'ai pas trouvé que le public aidait non plus à se mettre dans l'ambiance, mais les matchs aidaient pas non plus trop le public à se mettre dans l'ambiance, mais bon, on connaît le public américain, c'est qu'ils sont pas forcément très très motivés en permanence. Et ça n'aide pas beaucoup, je trouve, à rendre un pay-per-view plus grand qu'il ne l'est. Déjà, bon, avant de parler du premier match, je pense que, alors j'ai préparé un petit diapo, histoire de juste avoir un léger support visuel et pour que ce soit facile de voir de quoi je parle pendant que je suis en train de parler. Mais du coup, oui, on va attaquer très vite sur les sujets qui fâchent. Alors, autant le concept de host, je suis pas complètement je suis pas complètement contre. Je trouve que je trouve pas que ça ait un grand intérêt sur le principe. Mais sur des gros pay-per-view type WrestleMania, SummerSlam, je peux les comprendre. Surtout quand ça permet de donner un peu de la place à un catcheur qui sait un peu parler, etc. pour donner de l'exposition. À Bad Blood, en plus qui est quand même un show très typé fin de rivalité, très revanchard. Enfin voilà, on termine des rivalités en cours.
violemment, etc. Le fait d'avoir des hosts, déjà, bon, ça me pose un petit problème sur le principe. Mais voilà, pourquoi pas. Le problème pour moi, c'est le contexte dans lequel ces hosts arrivent, parce que c'est le fait qu'il y ait des hosts dans ce pay-per-view, ça vient du fait qu'il y ait eu une critique dernièrement, qu'il n'y ait pas de personnes noires représentées, particulièrement ces derniers temps, dans les pay-per-view. Et du coup, pour répondre à ça, ils mettent 3 femmes noires en host en host du pay-per-view. Bon, il n'y en a aucune qui a un match, et on peut dire que la 4ème, entre guillemets, du quatuor, qui serait Bayley, elle est celle qui a un match pour le titre mondial. À partir de là, on peut peut-être se dire qu'il y a un petit souci au niveau de la représentation quand même. Donc, je trouve que ça met encore plus en avant le côté qu'il y a un problème quelque part. D'autant plus que c'est aussi des personnes sur lesquelles on remarque qu'il y a des problèmes. Par exemple, on a Bianca Belair qui est peut-être une des meilleures performeuses actuelles du côté de WWE. En tout cas, probablement top 3. Et qui se fait un peu retenir dans les championnats par équipe, au lieu de partir sur des titres solo, alors qu'elle pourrait largement être contender très sérieuse, voire championne, du côté de SmackDown ou du côté de Raw, peu importe. T'as une Jade Cargill qui a une présence de star assez forte, mais bon, sur le ring, c'est toujours un peu cata malheureusement. Et Naomi qui, pareil, est pertinent sur le ring. Je sais pas si, bon, on n'est pas au niveau de Bianca Belair pour moi, mais c'est pertinent et ça pourrait fonctionner dans la title picture quand même. Donc, je trouve que du coup, ça met encore plus en relief le fait de se dire, ah bah vous voyez, on met pas de noirs à la télé, et bah regardez, prenez vos noirs. Alors oui, du coup, on en a, mais c'est pas de la façon dont on aimerait les voir. Et en plus, bah du coup, bah ça se voit que vous avez un espèce de problème d'ego mal placé. En fait, pour moi, il aurait presque même mieux valu rien faire. Surtout que je crois que c'est à ce moment-là aussi où ils en profitent pour zoomer sur des personnes qui sont dans le public. Et je crois qu'une des personnes qu'on voit, c'est Booker T qui sont allés ramener de Floride. Franchement, on va le remarquer, hein. On va le remarquer que vous forcez le trait, quoi. Donc, c'est le truc, En fait, en plus, on en parlait un peu dans un précédent épisode de Squash FM, du fait que qu'on a fait la vidéo en live avec Sofiane, d'ailleurs, la semaine dernière, c'est que il y a un peu ce côté où moi je trouvais de me dire que voilà, suite au départ de Bobby Lashley, effectivement, on pouvait se poser des questions, mais en même temps, je voyais personne, en tout cas sur les hommes qui pouvaient prendre, chez les hommes noirs de WWE, qui pouvaient prendre le spot Bobby Lashley. Donc, entre guillemets, ils avaient une excuse de pas avoir un homme noir dans le main event, entre guillemets. Même si il y aurait pu en avoir sur la carte du pay-per-view. Le Melo Andrade, c'est une honte qu'il ne soit pas. Il y avait potentiellement un truc à faire avec Xavier Woods aussi, je pense. Il y avait des histoires qui pouvaient s'écrire dans le pay-per-view. Mais à la limite, je pouvais leur donner entre guillemets une excuse pour dire voilà, il y a personne qui est dans la title picture majeure. Donc ça, à la limite, je pouvais leur donner un point. Mais le fait que là-dessus, ils enchérissent à ce niveau-là, en faisant presque un forcing sur le fait, vous voyez, on a des noirs, hein. Moi, ça m'a un peu mis mal à l'aise dès l'entame du show. Et du coup, je sais pas, je trouve que ça a mis un peu une ambiance bizarre dès le départ. Donc, ouais. J'ai pour le coup, c'est... En fait, dès que j'ai vu cette image-là d'ouverture, je vais pas mentir, j'ai eu un petit fou rire, quoi. J'étais un peu en mode, ah. Puis en plus, c'est pas pour dire grand-chose d'intéressant. Enfin, après, c'est du hosting, quoi. Donc, c'est jamais très, très intéressant. Et bon, bah voilà, quoi, c'est le côté un peu dommage de la chose, quoi. C'est vraiment on montre, mais en fait, ça veut pas dire qu'ils vont faire quelque chose plus tard. Donc voilà.
Et puis même s'ils le font plus tard, du coup, ben ça aura pas été spontané, donc en fait, ils auraient presque mieux fait de rien faire. C'est presque ça pour moi, quoi. Le fait d'avoir fait quelque chose, je trouve, les met encore plus en porte-à-faux que ces derniers dit. Et je parle même pas de la conférence de presse de Triple H dans la foulée. Oh, c'est catastrophique. Enfin, le fait qu'il enchérisse encore plus dessus, je trouve. Enfin, c'est pas un très bon communicant sur des sujets qu'il a pas préparé en amont, quoi. Donc, et c'est quand même fou qu'il l'ait pas préparé en amont, ce sujet-là, d'ailleurs. Bon. Voilà. En fait, c'est le truc, c'est que je pense, je préfère penser que c'est quelque chose de très innocent ce qu'ils ont fait sur cette volonté-là de diversité. J'ai envie de croire que c'est très innocent, mais juste un peu la maladresse entre guillemets. Mais ouais, c'est très maladroit quand même comme façon de faire. Mais bon, ouais, pour le hosting, du coup, ouais, pas fan. Et puis bon, bah voilà, c'est plus le message qui est derrière le hosting que je trouve un peu malaisant pour le coup. Donc, pas fan du truc. Mais bon, après on passe à un bon match. Pour le coup, ben CM Punk McIntyre, en fait, j'avais peu de doutes sur le fait qu'on risquait d'avoir un bon match. Mais en fait, il fallait pas décevoir parce que les deux matchs précédents, pour moi, ils ont été décevants. Le SummerSlam et le strap match d'avant. Donc il y avait vraiment il y avait une attente pour ce match-là. Et déjà le fait que ce soit l'opener, ça m'a quand même beaucoup déçu. J'aurais bien aimé que ce soit le main event parce que c'était vraiment, moi c'était le seul match que j'attendais de cette carte. Et du coup me le servir dès le départ, ça me donnait pas une grosse envie de rester derrière dans la foulée. Donc j'ai trouvé que c'était pas une bonne idée de le mettre en opener. Parce que c'était potentiellement ton meilleur match de la soirée et tu le mets dès le départ. Bon, c'est dommage. Je pense que c'est dommage. C'est une cartouche que tu te gâches, je pense. Donc bon, ceci passé, le fait qu'ils aient pour moi gâché un peu une cartouche de mettre ce match-là en fan show. Au niveau du match, on a eu à peu près tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire que c'était ultra violent. Il y a eu du rappel un peu de partout. Moi, j'ai bien aimé le spot où il y avait le petit sac. On croyait que c'était des punaises, mais en fait, non, c'est les petits dés de brasser de l'amitié. Vu qu'ils ont forcé avec ça pendant toute la rivalité, c'est pas déconnant. Puis c'est plutôt bienvenu, je trouve. C'est rigolo. Surtout pour le spot final, ça rend bien. J'ai beaucoup aimé le fait que ça reste à l'intérieur de la cage, pour le coup. Parce que, en fait, je trouve que c'est un peu la facilité de monter sur la cage et de faire l'énorme spot du toit de la cage. Et j'ai beaucoup aimé que ça reste à l'intérieur. Ça redonne un peu d'importance à l'intérieur de la cage d'un Hell in a Cell. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool qui garde l'action vraiment à l'intérieur. Pareil, c'est des détails un peu bêtes que j'ai aimé, mais les premiers tombés sont arrivés relativement tard dans le match. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé cool aussi parce que il y a ce côté où il y avait vraiment une volonté de faire mal avant de gagner le match. Il y a vraiment une rivalité de battre l'adversaire, mais sur le terrain physique, avant de le gagner sur le terrain des règles. Et ça, déjà, pareil. Ça, c'est des détails qui sont cool. Je crois que le premier tombé, il arrive au bout de peut-être 7-8 minutes de combat, un truc comme ça, donc déjà très bien. Bon, voilà, les deux saignes, je me semble que le saignement de CM Punk a l'air d'être relativement naturel. Je crois que Drew McIntyre se blade comme un malade. En vrai, belle utilisation de la clé à molette. Je crois que j'ai jamais vu une clé à molette autant utilisée dans un match. Mais ouais, non, franchement, en fait, c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur le match. Je trouve que Punk, en fait, il est bon dans ce registre-là, dans le registre où c'est très démonstratif. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Enfin, si, justement, il y a besoin d'en faire trop. Du coup, il faut en faire des caisses. Et je trouve que CM Punk, il est fort dans le fait d'en faire des caisses. Moi, je suis pas le plus grand fan de CM Punk. De toute façon, je pense, vous l'avez compris pour ceux qui avaient regardé la vidéo, l'avant-dernière vidéo au niveau de Squash FM. Je suis pas le plus grand fan de Punk, loin de là.
mais je peux lui accorder pas mal de qualités, dont celle d'être bon dans le too much. Et sur ce match-là, il en fait trop, mais avec lui, ça marche. Donc j'ai trouvé ça appréciable, j'ai trouvé ça cool. Drew McIntyre, il a ce côté ultra sauvage, mais de base d'instinct. Instinctivement, il est très sauvage, et dans ce genre de match, de toute façon, c'est sûr qu'il fonctionne bien. Donc, en fait, c'est dur de trouver un truc à dire sur ce match-là, parce que le match-là, en fait, a ce que j'attendais, et j'ai le match que je voulais. Grosso modo, moi, ma seule déception sur le match, c'est le résultat. J'aurais préféré que Drew gagne, parce que je pense que c'est le seul qui avait quelque chose à gagner dans ce match. Maintenant, Punk gagne, bon. Après, voilà, je sais pas si la victoire ou la défaite servait à qui que ce soit sur ce match-là. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas pour CM Punk. En fait, je sais pas trop ce qu'il va donner pour la suite. Je pense que Drew McIntyre va peut-être avoir le droit à des petites vacances. Mais disons que je trouve presque dommage de faire gagner Punk. Mais voilà, c'est sa première rivalité depuis qu'il est revenu. Ça paraît pas déconnante qu'il gagne le truc à la fin. J'espère juste que c'est vraiment terminé, par contre, pour le coup. Donc, c'est ça le truc, voilà. J'espère juste vraiment que maintenant, c'est fini. Et qu'on aura pas plus. Mais ouais, pas encore. Vraiment, pour le coup, sur le match-là, non, appréciable tout du long. Pas grand chose à redire. Le match, rien, c'est le meilleur match de la carte, quoi. C'est comme je dis. Du coup, dommage d'avoir mis un opener, je pense. Parce que moi, une fois que le match-là était terminé, je me suis un peu rappelé les matchs qu'il y avait dans la foulée. Et bah, j'avais pas une si grosse envie que ça de rester, hein. Pour le coup, j'étais pas comme un fou à l'idée de me dire que ah bah tiens, encore 2 heures quoi. Et bon, on va passer à la suite. Bailey et Ajax, bah moi j'ai trouvé pareil, bon match dans l'ensemble. Moi j'ai bien aimé. Je trouvais que la relation de c'est peut-être un des meilleurs matchs de Bailey cette année. C'est probablement un des meilleurs matchs de Nia Jax tout court. Je pense que le match est cool à voir. Il y a de l'overbooking à la fin, mais auquel on s'attendait. C'est un peu le problème. De toute façon, c'est la redondance un peu de ces pay-per-view à Triple H et le côté. En fait, on s'attend à ces spots-là. On sait sensiblement ce qui va se passer à chaque fois. Le spot avec Tiffany Stratton, on sait qu'il allait arriver et on l'a vu se préparer à un moment. Donc on sait que c'est des choses qui vont arriver, mais jusqu'à on va dire l'arrivée de Tiffany et tout le build-up, tout le match en amont, toute l'action était vraiment sympa. Hein. Moi j'ai trouvé sympa. Il y a eu des petits botches à gauche à droite parce que voilà, Nia Jax elle est quand même toujours un peu maladroite sur le ring, mais en vrai c'est pas méchant. Je trouve qu'en plus Bailey rattrape bien les petits botches de Nia Jax. À un moment, il y a une powerbomb qui devait être probablement contre Rana et Nia Jax prend pas trop bien le bump. C'est pas méchant. En vrai, c'est pas méchant, ça se remarque pas beaucoup. Ça va. Puis bon, voilà, les botches arrivent. C'est du direct. C'est normal. Avec la fatigue, etc., que ça arrive. Et ouais, du coup, le match en lui-même, moi, j'ai bien aimé jusqu'à ce spot-là. Après, bah, arrive ce spot-là où, en fait, j'ai trouvé que l'idée était drôle. Le fait d'avoir Tiffany Stratton, en fait, qui intervient, qui a pas complètement dans l'intention de cash-in initialement, qui a l'arbitre qui ramasse la valette, qui va la donner à Tiffany et que mais tu sens le truc arriver en fait. C'est le problème, c'est que tu sens le truc arriver 30 secondes avant qu'il y ait vraiment cette image là en fait. T'as 30 secondes où tu sais que le truc arrive. Et bon, après la tête de Jack c'est priceless sur l'image, moi je le trouve. Mais un peu abrupte, je pense, dans la manière de le faire, et un peu facile à anticiper. On s'en doutait, on savait que ça allait venir et bah, c'était là, hein, carrément. C'était pas surprenant. Après, en même temps, ça aurait été dommage de pas faire le truc, mais
En fait, disons que ce que je trouve dommage, c'est que ça offre pas la victoire à Bayley derrière. Du coup, Tiffany Stratton finit par aider Nia Jax. Ça continue les tensions. Donc, faudra voir où est-ce que ça mène, parce que du coup, j'ai un doute sur la suite pour Nia Jax. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va partir sur un match contre Naomi uniquement? Est-ce qu'on va partir sur un cash-in au prochain show? Et puis, c'est le problème, c'est que sur sur ces trucs-là, j'ai un doute de ce que Tiffany va faire avec sa mallette. Je pense qu'on pouvait s'en douter qu'elle allait avoir un cash-in un peu fail dans ce sens-là, qu'elle allait pas aller au bout. Mais ouais. En fait, c'est plus la suite qui m'intéresse. Mais pareil, c'est un truc moi qui me frustre beaucoup, et ce sera pareil sur l'autre match féminin. C'est le côté où on termine des trucs, mais c'est jamais clean, quoi. Donc c'est une fin qui se termine jamais. J'avais le même problème avec le Julia contre Roxanne Perez. C'est le fait que la fin elle est pas clean. On termine par une intervention de Cora Jade qui donne la victoire à Roxanne. Ça me dérange un peu parce que j'aime bien quand même quand il y a un gagnant définitif sur le ring. Et je trouve que c'est surtout le fait que ce soit un procédé qui est trop souvent utilisé qui me pose un problème, parce que on le sent venir sur ces matchs-là. Il y a des matchs où en fait on sait qu'ils ont pas envie de faire perdre ni l'un ni l'autre, et du coup c'est un peu leur manière de faire un peu, au lieu de faire en fait du 50-50 pur, ils font une espèce de 60-40 où il y a intervention à la faveur de l'autre, et je trouve que en fait c'est facile, quoi. C'est un procédé un peu trop facile. Et alors ils ont gommé les fameux finish roll-up de l'enfer qu'il y avait pas mal sous Vince McMahon, et ils rajoutent des finishes un chouïa plus compétitifs. Maintenant en fait c'est de l'intervention en boucle et et juste de l'overbooking à balle, quoi. En fait c'est la formule Roman Reigns. C'est la formule Roman Reigns sur son règne long. Ils ont compris que ça marchait, sauf que Roman Reigns il défendait son titre qu'une fois tous les 3-4 mois. Donc ça restait toujours un peu exceptionnel, même si ça se finissait toujours de la même manière. Alors que là, à partir du moment où ça arrive à tous les pay-per-view, ça se voit plus et c'est plus dérangeant, moi je trouve. Je sais pas trop si c'est quelque chose que tout le monde a, mais par exemple, sur ce pay-per-view là, on a 2 fins, 3 même, avec une intervention au bout, quoi. Donc pas de finish clean. Ce qui est quand même dommage. Et même 4, parce que du coup il y a que le Innocel qui se termine entre guillemets clean, parce que voilà, stipulation, etc. Mais sur tous les matchs du show, il y aura eu des interventions extérieures. Alors même si on les attend, il y aura eu toujours une intervention. D'ailleurs voilà, match suivant. Du coup voilà, victoire pour ceux qui, je sais pas si, je pense que ceux qui regarderont auront les résultats, mais victoire de Nia Jax du coup grâce à l'intervention de Tiffany dans la foulée. Alors même s'il y a un petit peu de compétitivité dans la suite, voilà, c'est le match est plié à partir du moment où Bayley rate son roll-up dans la foulée. C'est dommage, je trouve. Et voilà, pour moi ça fait 2 vainqueurs de suite où je suis un peu déçu. En fait, si Nia Jax avait gagné, j'aurais préféré qu'elle gagne clean, vu que c'est censé être cette championne heel. C'est presque censé être la Gunther de la division féminine, avec ce côté où elle gagne clean, en fait. Elle est forte, donc elle gagne. Et Nia Jax, en fait, elle est pas si forte que ça, parce qu'elle gagne pas tant que ça toute seule. C'est plus ça que je trouve dommage. Mais du coup, match suivant. Demetri Finn Balor, le match est sponsorisé par le probablement futur meilleur jeu de tous les temps, Dragon Ball Sparkling Zero, mais outre ça, le match est pas mauvais, mais je n'ai pas trouvé. En fait, j'ai trouvé que c'est à partir de là où la qualité du pay-per-view commençait à chuter. Je trouvais que le Innocel était très bon. J'ai trouvé que le Nia Jax Bayley était bon. Et là, ça commençait à devenir un peu moyenasse, quoi. C'est 2 bons performeurs, ça marche bien, mais le match là, il aurait été en weekly, c'était pareil. Parce que c'est exactement le match que je me serais attendu à voir si on me l'avait foutu en main event d'un Raw, par exemple. Et en fait, ce qui m'embête le plus, et c'est, je trouve que les sauveurs l'avaient bien dit aussi, mais on a attendu vachement longtemps avant de l'avoir, le match là. Alors qu'il est buildé depuis longtemps.
Du coup, et ça n'a pas été si bien que ça entre les deux. Je trouve autant que Damien Priest c'est un bon après Reign parce qu'il gagne, en fait il a gardé cette hype post-titre. Et ça je trouve que c'est cool pour Damien Priest. Je trouve que Damien Priest lui en lui-même fonctionne bien. Mais par contre la rivalité contre Finn Balor, c'est quand même sacrément poussif quoi, il faut le dire. C'est long, ça n'avance pas beaucoup. Surtout que ça partait très bien avec Finn Balor qui avait des vraies raisons de pas aimer Priest, avec Priest qui avait des bonnes choses à reprocher à Balor en échange. Il y avait en fait il y avait une vraie idée, il y avait un vrai truc, mais on a juste trop attendu, c'était trop long pour l'avoir ce match-là, et surtout trop de temps perdu sur les weekly, beaucoup de temps perdu systématiquement. Non, j'ai trouvé que c'était compliqué. Et du coup, en fait, ça m'a fait perdre un peu mon envie de voir ce match-là. Parce que pareil, ce match-là, moi, j'aurais peut-être bien aimé le voir. Alors, c'est peut-être que le premier. C'est même très probablement que le premier match d'une série, celui-là. Mais j'aurais bien aimé le voir avec une stipulation. J'aurais peut-être aimé le voir en cage également, hein, ce match-là. Hein. En vrai, je pense que c'est deux catcheurs qui en auraient été capables de faire un bon match en cage et tout. En fait, je pense que si on leur avait donné une cage et que du coup McIntyre Punk était dans le main event, eux auraient peut-être eu en opener un potentiel show stealer par exemple, je pense. Mais là, on match de milieu de carte. Du coup, moi en plus j'aurais bien aimé que ce soit Finn Balor qui gagne parce que j'aurais trouvé que ça faisait plus de sens. C'est lui qui trahit, donc c'est lui qui a un peu besoin de sortir fort du truc, je pense. Mais j'imagine qu'ils voulaient pas donner 2 défaites au clan Rhea Priest. Donc ils sont restés sur ce principe-là d'avoir de faire un 50-50 du coup hein, au final hein, à ce niveau-là. Bon, même si Rhea techniquement parlant gagne son match mais elle gagne pas le titre, mais vous m'avez compris je pense. Donc ouais c'est un peu dommage, surtout que je me dis que on aurait peut-être pu avoir ce match-là pour le titre quelques mois plus tôt avec une trahison de Finn Balor un peu en amont. En fait, c'est le problème, c'est que je pense qu'il y aurait eu tellement moyen de faire mieux et je me retrouve à revoir en fait le début de la rivalité McIntyre Punk où je m'attendais à plus pour ce qu'on m'a vendu en amont, pour me retrouver au final avec quelque chose de c'est bien hein, mais je m'attendais pas à ça. C'est pas le match qu'on m'a vendu moi. On m'a pas vendu un match de catch, etc. On m'avait vendu les interventions du Judgment Day, ça par contre pour le coup ça je l'avais. Mais c'est à peu près tout ce que je tire de ce match-là. C'est les interventions en boucle de tout Judgment Day, Damien Priest qui est trop fort et qui réalise. Surtout voilà, Finn Balor il passe quand même vachement pour un con quoi. C'est encore un match important pour lui en 1 contre 1. Il a l'aide de Judgment Day. En plus il est champion par équipe. Parmi les deux, celui qui a une ceinture c'est Finn quoi. Et au final, rien. Il perd. Je sais pas. C'est du coup en fait pour la suite, je vois même pas l'intérêt pour Finn Balor d'y retourner. Alors, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Vu que c'est un premier match sans stipulation, je pense que oui. Et du coup, c'est en fait le fait que ce soit Finn Balor qui est perdu me donne pas particulièrement une énorme envie de voir une suite. C'est un peu le problème. Si Finn Balor avait gagné, j'aurais pu avoir l'envie de voir, par exemple, typiquement ce qu'on dit, voilà, le match en steel catch pour éviter les interventions, bon, tout le monde intervient quand même parce que c'est skill catch, c'est voilà, c'est le catch, mais on aurait pu avoir un truc. Et au final, ben, je sais pas, je trouve en fait ça retombe à plat quoi tout de suite. Donc, du coup, maintenant, j'espère que c'est terminé, j'espère que chacun des deux partira sur autre chose parce que ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus de voir les deux, en tout cas, pas pour l'instant, pas tout de suite. Vous y reviendrez peut-être dans 6 mois, ça m'ira très bien à ce moment-là, mais là j'aimerais bien que Finn Balor, bah du coup, tu perds ce match, bah concentre-toi sur les championnats par équipe, mon copain, et va faire tes trucs. Ça me paraît plus cohérent.
Et ouais, dommage. Pour moi, il y avait mieux à sortir de ce match-là. Il y avait mieux à sortir. Et je trouve que du coup, ils ont vraiment raté ils ont raté une fenêtre pour cette rivalité-là, qui avait un truc bien meilleur à offrir. Et je trouve que c'est déjà trop mal retombé. Du coup, j'ai peur qu'ils tirent sur la corde. La suite, qu'est-ce que... Ah oui, le segment. Ah là. Oh, je bois un coup. Ouais. Il y a pas le diapo de la gueule de la ceinture. Hein. Je suis toujours pas fixé de savoir si je la trouve jolie ou pas, cette ceinture-là. Mais au début, en fait, quand je vois le début du segment, moi, je pense qu'il arrive pour présenter le titre mineur féminin. Je pense comme beaucoup d'ailleurs. Et je m'attendais pas à... je m'attendais pas à ça. Alors du coup, ils annoncent que Crown Jewel devient une espèce de bragging rights, j'imagine. Nouveau format, donc il va y avoir des champions contre champions, donc le champion majeur masculin de Raw contre celui de SmackDown et la championne majeure de Raw contre celle de SmackDown. Ils s'affrontent dans un contre un et le gagnant donc ne remporte pas le titre de l'autre, c'est pas des matchs d'unification, juste il remporte le droit pour un an, si je me trompe, parce que si je comprends bien, maintenant c'est quelque chose qu'ils veulent faire annuellement, le champion contre champion. Donc, pendant un an, ils ont le droit d'avoir la ceinture Crown Jewel. Alors, en fait, dans le concept, je me dis pourquoi pas, parce que je trouve qu'un champion contre champion, c'est toujours rigolo. Par contre, c'est vrai, je dis bien, il y aura des vainqueurs définitifs sur ces matchs-là. Et autant dire que vu qu'il a lâché ça, ça me fait vachement peur parce que pour moi, il y aura du coup aucun vainqueur définitif. Pour moi, c'est foutu. Ça veut dire qu'il va y avoir des interventions à gogo dans tous les matchs. Donc ouais, non, aucune confiance en Triple H pour ça, pour faire des victoires clean. Pour le coup, j'y crois zéro. Donc ouais, non, en vrai, on s'en fout. C'est des prétextes pour faire des matchs champion contre champion et pour les offrir à l'Arabie Saoudite pour justifier le chèque qu'ils font. Pourquoi pas, j'aurais préféré le principe de refaire un pay-per-view Bragging Rights, que moi je trouvais le concept sympa de faire vraiment un Raw contre SmackDown. Après il l'avait transformé pour le mettre à Survivor Series. Oui, pourquoi pas, vu que maintenant Survivor Series, bon, je pense que le concept est un peu éculé, mais comme ils veulent faire comme maintenant ils veulent en faire un pay-per-view War Games, du coup ils ont plus la place pour faire du SmackDown vs Raw. Bon, mais du coup j'ai pas l'impression que Crown Jewel va être un pay-per-view SmackDown vs Raw non plus. J'ai l'impression que ça va juste être du champion contre champion, donc c'est encore une bonne excuse pour pas avoir à défendre des titres. Comme à ce pay-per-view Bad Blood, où on défend pas de titres, ça c'est pratique quand même. Hein. 2 pay-per-view d'affilée, on défend pas les titres. C'est super, c'est toujours un bonheur ça. Tu fais des pay-per-view et tu vas défendre ton titre à Raw contre Gunther. Ça pareil, ça c'est des trucs mais j'ai vu pareil cette réflexion sur Twitter, beaucoup aussi de dire le Raw qui suit Bad Blood, il a une meilleure carte que Bad Blood. Ce qui est pas complètement faux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent plus. Et c'est vrai que le fait de se limiter à 5 matchs, ça tue, mais ça tue complètement l'idée du pay-per-view. Tu faisais tu virais ce segment-là, typiquement, qui dure déjà bien 3-4 minutes, tu vires tous les trucs de hosting, etc. Et tu dis à Roman Reigns d'avancer un petit peu sur son entrée un peu plus rapidement. En vrai, tu gagnes 25 minutes, dont 20 sur l'entrée de Roman Reigns. Déjà. Et t'as moyen de caler 2 matchs. Tu peux le caler, le Gunther Sami. Alors, mais en fait, je sais pourquoi ils le mettent pas, le Gunther Sami. C'est parce qu'ils ne veulent pas ne pas le mettre en main event d'un show.
parce qu'ils estiment que c'est quand même une affiche prestigieuse. Mais du coup, ils vont nous le mettre en main event à Monday Night Raw. Et parce que c'est la même réponse qu'on faisait au tout début de l'émission, quand ils ont eu les accusations du fait de pas mettre en avant les personnes noires, où ils répondent en mettant des personnes noires qui ne catchent pas. En fait, ils répondent au fait que il y a plus de défense de titre majeur en weekly, ça n'arrive plus jamais, et les weekly sont tous ultra prévisibles et pas ouf. Et ils répondent à ça en mettant un match pour le titre majeur en weekly. Et oui, c'est bien ça qu'on voulait, mais c'est pas comme ça. Donc, et en fait, c'est jamais la bonne réponse à la bonne question. C'est toujours répondre un peu à côté au truc. Et pareil, quoi, c'est dommage. Il y a des opportunités à saisir, ils le font pas, en fait. Surtout que c'est bête, quoi. Il y a vraiment des trucs potentiellement sympas. Il y a vraiment de l'or à tirer de pas mal de trucs. Mais non, ça les intéresse pas. On dirait que, en fait, ce qu'ils ont envie, c'est juste de faire des trucs au petit trot, c'est pas grave si c'est prévisible, c'est pas grave si c'est pas le bon vainqueur, les gens regardent, ils restent dessus, et c'est vrai, ils ont raison, hein, on regarde quand même, hein. Même quand c'est pas bien, on regarde. Et c'est dur de lâcher, mais... Et en plus, c'est ce qui est triste, c'est que, comme je disais, je trouve que les matchs, ils sont pas mauvais, on s'est quand même pas mal amélioré sur la qualité des matchs, même en weekly, surtout en weekly. Comparé à une période d'il y a quelques années en arrière, en weekly, les matchs, c'était vraiment nul. Maintenant, on a souvent des matchs qui dépassent au moins les 5-6 minutes. Donc, mais sauf que voilà, en fait, on garde un peu un même problème, c'est le côté de... t'as pas envie de prendre de risques, et du coup, tu te retrouves tout le temps à des entre-deux, soit des interventions, soit des finishes pas clean, il y a tout le temps des interventions à gauche, à droite. Et je trouve que on perd un côté agréable là-dedans, et on perd en fait un esprit compétition. Déjà que les victoires-défaites à la WWE, ça n'a pas des grands impacts de manière globale, mais en plus, le peu d'impact que ça pourrait offrir, on les cache, on les gâche, pardon, avec quand c'est des matchs un peu compétitifs, un peu où on peut se dire ah tiens c'est à peu près niveau égal, là il y a peut-être quelque chose à en sortir. Au final, soit on met pas le bon vainqueur parce qu'on fait gagner quasiment systématiquement le face clean, soit c'est des interventions, il n'y a pas de vraie fin. Bon, pareil, moi j'étais déçu de la défaite de Bronson Reed, même si c'est à cause d'intervention de Seth Rollins, c'est que bah c'est sympa. Et par contre, le Bronson Reed Braun Strowman, il colle parfaitement à un match Bad Blood, et ce match-là, bah je suis désolé, le Bronson Reed Braun Strowman, il avait presque plus sa place dans la carte au vu du match final de Priest Balor. Ce qui est dommage, quoi, parce que Priest Balor devrait avoir sa place sur Bad Blood, mais au final, bah, on n'avait plus rien à faire, quoi. Donc bon. Pareil, quoi, on est encore sur des choses où c'est juste des ratés, quoi. C'est des questions de timing, c'est décevant. C'est décevant. En fait, c'est vraiment une question, c'est décevant à chaque fois. Mais ouais, du coup, la nouvelle ceinture. En fait, je me demande, est-ce que le mec va garder la ceinture là pendant 1 an, va la rendre derrière l'année d'après. Elle va juste, je pense, à la déco, un peu comme la ceinture du Greatest Royal Rumble, j'imagine, au moment de la victoire, et c'est tout, quoi. Hein. Il y a tout chaud d'après, mais ça me... Je la trouve... J'ai du mal à me fixer, mais je suis pas un grand fan de la ceinture. On verra s'il y a un moment porté, mais je la trouve vachement longue, c'est surtout ça, moi, qui m'embête un peu avec celle-ci. Donc pourquoi pas. Ah bah oui. C'est vrai qu'après, il y avait Gunther qui arrive, qui dit bah c'est moi qui vais l'avoir cette ceinture là. Du coup, il a Bill Goldberg. Pour moi, c'est le meilleur moment du show. Hein. On comprend rien, c'est rigolo. Bill Goldberg avec son fils, du coup, non, je sais pas si son fils va partir au Performance Center, il me semble qu'il fait du football américain. Je me trompe peut-être, mais il me semble pas qu'il soit parti pour être catcheur, son fils. Et je pense qu'il est parti pour faire du football, je crois. Bon, c'est rigolo parce que ça fait suite un peu au segment Bret Hart où Gunther il continue le fait d'essayer d'être juste un sac à merde et je trouve ça très drôle.
Donc ouais, Gunther décide d'être un sac à merde et d'insulter tout le monde. Il fait je l'ai fait exprès de dire que j'aimais Goldberg et de dire que j'étais mort. Donc ouais. Final, il aimait pas Goldberg. Il a menti. Donc on sait pas c'est qui son catcheur préféré à Gunther. Je sais pas si on le saura. C'est probablement un catcheur japonais. Je suis désolé pour tous les fans de WWE, mais je pense que Gunther est fan de catch japonais. Mais ouais, donc bon. Moi j'aime bien parce que Gunther est drôle dans ce genre de truc. Et j'aime bien l'idée que il s'est juste présenté comme un gros connard. c'est juste ça. C'est un gros connard. Mais ça marche bien. L'idée marche bien. Qu'il y a Sami qui intervient et tout pour hyper le match à Raw. Pourquoi pas. C'est dommage qu'il ait pas été là, je pense. Bon. Après, je crois que c'est la... Oh là 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 là. Alors, ce match-là. Alors déjà, c'est à ce moment-là que j'ai compris quand j'ai vu le placement de la cage aussi. Mais c'est vrai que du coup, à cause de l'autre cage, ils peuvent pas mettre la petite cage au-dessus du ring, comme c'est habituellement. Et déjà, j'étais un peu surpris du fait qu'il n'y ait pas eu cette stipulation-là de la cage de requin un peu plus tôt, parce que je sais que c'était quand même un truc que Triple H et William Regal aimaient beaucoup faire à NXT. Je me rappelle du match avec Paul Ellering, et ils l'ont fait 2 ou 3 fois à NXT, cette stipulation-là. Donc ça m'étonnait de pas l'avoir plus vu depuis que c'était revenu. Et du coup, quand ils ont annoncé le match-là, déjà quand ils commençaient à hyper ce match-là et qu'il y allait avoir des stipulations, je me suis un peu douté de me dire, hein, peut-être un Mysterio dans une cage. Et effectivement, c'est arrivé. Bon, ça donne jamais grand chose. C'est toujours un peu nulos comme stipulation, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister et de pas être incohérent sur le principe. Donc c'est toujours ça, hein. C'est toujours ça de prix. Donc donc Dominique dans la cage de requin, et du coup oui, comme je disais, en fait on voit la grosse cage qui est accrochée au-dessus, sauf que du coup il pouvait pas l'accrocher au-dessus du ring, la cage là, donc au final il la met sur la rampe. Donc moi je me disais, c'est rigolo, parce que du coup le principe c'est qu'en général dans tous ces matchs là, le mec qui est accroché au-dessus du ring, il finit par balancer des trucs sur le ring du haut de la cage, mais du coup là c'est pas possible. Donc j'ai envie de me dire, qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'en général le mec qui est dans la cage il finit toujours par faire quelque chose. Donc, du coup, ça a quand même rajouté une légère curiosité. Derrière, la cloche sonne. Alors, j'ai failli me dire, cool, les 30 premières secondes du match, en vrai, 5 étoiles. En vrai, juste l'offense de Rhea Ripley initiale, où elle enchaîne le drop kick d'ouverture, il est superbe, plein dans la mâchoire, il est magnifique. Et juste les enchaînements de Rhea Ripley sur le début du match, moi je me dis ok, si on part sur un match qui a à peu près cette intensité là, je prends un match court par exemple, un match qui aurait duré 4-5 minutes mais sur cette intensité là, je me serais dit ouais, ok, il y a un truc à tenir. Puis après on est parti sur le work, sur le genou de Rhea Ripley, de Liv Morgan. Le rythme s'est cassé, le public il avait pas envie d'être là, et du coup on a commencé à se faire chier, hein. À partir du moment où Liv Morgan a pris la domination du match, etc., il y a quand même eu un joli contre à un moment de l'oblivion, je crois, de Rhea Ripley. En fait, il y a eu une ou deux séquences sympas mises dans un match qui globalement pas bon, et en fait, c'est un match qui a 3-4 minutes de trop. Donc c'est un peu le problème, quoi. Pour moi, mais comme le main event, en fait, on arrive sur des matchs où pour le coup, en fait, on a donné des minutes pour donner des minutes. Alors qu'en vrai, le match là, il avait 3-4 minutes de moins, le Rhea Ripley Liv Morgan. On s'en sortait pas plus mal, hein. Et le match aurait été vraiment bien meilleur, je pense. 3-4 minutes de moins, avec moins de séquences un peu sloppy, juste de work sur la jambe de Rhea Ripley. On s'en sortait avec un vrai bon match, hein, avec un peu plus d'intensité, etc. En fait, sur la même intensité que sur les premières minutes, 31 secondes, premières minutes du match, il y avait un vrai truc à tenir, hein. Mais je trouve ça dommage. C'est encore un match un peu gâché, pour le coup, je trouve. Après, il y a ce côté-là où il y a Dominique Mysterio qui ouvre la cage d'Arquin. Alors, je pense qu'ils ont foiré le plan de caméra, parce que j'imagine qu'on est censé le voir comment il l'ouvre, et au final, on ne le voit pas. Alors, c'est les commentateurs qui nous disent qu'il l'a
il l'a déverrouillé, enfin qu'il l'a lockpick, mais j'ai plus le terme en français, mais ouais, qu'il l'a déverrouillé, quoi. Il l'a crocheté, crocheté. En vrai, ils auraient dû nous le montrer. Ça aurait été le meilleur moment du match. Je vois Dominique en train de crocheter la serrure de la cage, ça aurait été hilarant. Mais bon, on le voit pas malheureusement. Et il y a un côté, c'est pareil en fait. C'est vrai que c'est un match, c'est dommage quoi. On partait sur un bon truc. On partait sur je trouve une bonne idée de base. Mais déjà, bon, la rivalité à replay Liv Morgan, on pouvait plus, on était pressé que ça se termine. On arrive sur on était probablement, on envisageait en tout cas probablement que ce soit le dernier match de la série. Du coup, ça aurait été sympa de faire un truc un peu plus intense, un peu plus combatif et un peu plus dans le moule du pay-per-view. Et au final, à part la première minute qui est super intense et que moi j'ai vraiment trouvé super agréable à voir, vraiment au début je me suis dit on va peut-être avoir le match de la soirée qui est là au final. En tout cas, si on compte pas le Punk McIntyre, parce que c'est vrai que à partir du moment où le match a été passé, on savait déjà c'était quoi le match de la soirée. Mais il y a vraiment moyen d'avoir un match cool quoi. Et bon au final non, on nous a un peu privé du fait d'avoir un bon match, je trouve. Et ça m'embête d'autant plus parce que je pense que c'est deux personnes qui avaient besoin d'avoir un bon match. Et en fait, ça va perpétuer le côté où Liv Morgan, c'est dur de l'apprécier parce qu'elle a pas de bon match en fait. Elle est pas pertinente. Rhea Ripley, on sent qu'elle est capable de l'être, mais ça l'est pas du coup parce que elle se fait dominer 80% du match alors qu'elle est meilleure que son adversaire. Non, pareil, ouais, c'est dommage. Et du coup, ça se termine. Du coup, voilà, Dominique dans la cage Arquin. C'est un peu rigolo le côté où il y a le caméra, la caméra sur l'arbitre et le truc en mode, vas-y, tu le mérites, va déboîter Dominique Mysterio pendu par le pied à la cage. C'est un peu drôle. En vrai, pour le coup, c'était un peu drôle. Ça m'a un peu fait rire. Mais sur le principe, je me dis, ouais, mais en vrai, il y a le titre en jeu, quoi. Concentre-toi sur le titre d'abord, non? Et après, il restera accroché, visiblement. Bon, c'est du catch après, hein, voilà. Le principe du catch, c'est quand même que la plupart du temps, les gens sont bêtes. Et pour le coup, elle est bête. Mais ouais. Pareil, un côté un peu dommage, et puis surtout la fin. Oh là là. Raquel Rodriguez. En plus, la fin, elle est bizarre. Parce que la disqualification, elle est pas sonnée tout de suite. Alors du coup, est-ce qu'il y a un problème de timing? Est-ce que l'arbitre n'était pas censé l'avoir? Et du coup, il devait y avoir un tombé de Liv Morgan sur la replay? Est-ce qu'en fait c'était ça, mais c'est juste l'arbitre signale la fin trop tard? Est-ce que c'est l'arbitre qui botche? Alors j'ai aucune idée de qui botche pour le coup sur la fin. Je sais même pas si c'est botché. Est-ce que c'était voulu, ce sentiment de confusion qui du coup fait peut-être un peu plus vrai? C'est possible. Je vais leur donner le bénéfice du doute. Je vais dire que c'était voulu de donner une espèce de volonté de confusion. Et pareil, on en revient sur la même chose que sur le match précédent, quoi. C'est dommage de finir un match comme ça. On voulait que ce soit la fin de la rivalité, on voulait que ce soit clean, on voulait qu'il y ait une victoire définitive, que ce soit de l'une ou de l'autre. Même si c'est une fin de... même si c'est une victoire de Liv Morgan, quoi, j'aurais préféré une victoire 1, 2, 3 clean. Salut Tornado. Merci de passer. Ouais, j'aurais bien aimé voir... j'ai achevé le débrief de Bad Blood, du coup, donc là j'en suis au Liv Morgan Rhea Ripley. Et du coup, ouais, je fais un peu le débrief match par match, et ça ira peut-être sur Squash FM ou sur ma chaîne à moi. Au doute, à voir. Mais je voulais faire le test déjà de faire un peu une espèce de review, juste un peu donner un avis sur le truc. Je sais pas si c'est quelque chose que je referai plus tard, mais j'aimais bien l'idée de le faire. Mais oui, du coup, est-ce que ah ouais, en fait, c'est un peu le truc, c'est que en fait, je sais pas qui le rate. En fait, c'est la question que je me pose, c'est le fait. Est-ce que c'était volontaire qu'il y ait cette espèce de confusion? Est-ce que c'est Raquel qui part trop tôt, trop tard?
Est-ce que c'est l'arbitre qui se plante, qui disqualifie trop tard parce qu'il a un doute? Est-ce qu'elle était pas censée être vue? La victoire devait être clean à la fin. Enfin, clean. Devait y avoir un 1-2-3, pas de disqualification. C'est confus, quoi, sur la fin. Et c'est là où ça pose un peu un problème, quoi. C'est que... Bon, Raquel, déjà, c'est dur d'être convaincu, même sur sa période NXT. L'idée, elle est pas ouf. Parce que, bah, comme je disais tout de suite, j'aurais bien aimé une victoire définitive, soit de l'une, soit de l'autre. Alors bon, que Dominique soit dedans et qu'il provoque la défaite de l'une ou de l'autre indirectement, oui, clairement, c'est l'idée même du truc. Mais là, on nous a pas teasé surtout qu'en plus, vu comment Raquel intervient, elle a plus l'air d'intervenir en idée de garde du corps de Liv Morgan. Elle a plus l'air de venir en protection plus pour Liv Morgan que contre Rhea Ripley. J'ai l'impression. Parce qu'elle elle la porte, elle la protège un peu, il y a plus un côté garde du corps, quoi. Donc je pense qu'elle rejoint le Judgment Day, du coup. Et si c'est pas le cas, bah c'est raté. Déjà que c'est pas ouf, je trouve, comme idée. Mais ça a l'air de partir pour une Raquel dans le Judgment Day aussi. Ça commence à faire un gros clan, surtout un bon gros clan de nulos, parce que c'est des personnes qui sont quand même... Il y a personne qui est capable de gagner un match dans le clan. C'est compliqué, je suis pas un grand fan de l'idée, puis ouais, Raquel, moi, elle m'a jamais... Enfin, je l'ai pas trouvé trop convaincante. Même du côté de NXT, c'était difficile. C'est difficile en main roster également. Bon, après, elle a une grosse période d'inactivité aussi. Bon, ça c'est dommage pour elle. Moins pour nous. Mais ouais... à la fin de match. Puis du coup, ouais, ça se termine en disqualification. Victoire de Rhea Ripley. Du coup, faut faire un autre match, quoi. En fait, t'es presque obligé de refaire un nouveau match. Mais bon, j'imagine que Rhea Ripley va aller contre Raquel. En amont, mais... oh là là. Ouais, c'est ça, je pense, ouais, ça va partir sur un Wargame. Mais du coup, ça veut dire... pas de défense de titre à Crown Jewel, parce que Liv Morgan va se battre contre Nia Jax. Je pense. Bah, je dis, en 4 semaines, je vois pas d'autres matchs de championne après. Et derrière, Liv Morgan va être en Wargames, donc elle a encore 2 mois de règne gratos. Alors qu'elle défend déjà quasiment jamais son titre. Bah ouais, à moins qu'il fasse un match de championnat en cours sur les prochains weekly. Mais du coup, comme ils nous ont annoncé que ça va être un champion contre champion et un championne contre championne à Crown Jewel, c'est quasi sûr. Enfin, c'est quasi sûr. Ça part pour l'instant sur un Liv Morgan et un Nia Jax. Donc, bon, c'est très probable qu'il y en ait une des deux qui perde le titre d'ici là. Mais ouais, c'est particulier, quoi. Hein. Enfin, tu fais cette fin-là en plus pour refaire peut-être un Rhea Ripley Liv Morgan pour un Raw dans 2 semaines pour que Liv Morgan perde le titre. Bah, j'aurais préféré qu'elle perde le titre maintenant à Bad Blood en pay-per-view, du coup. Bon, ouais, c'est beaucoup de prises de décision que j'ai du mal à comprendre. Je ne m'explique pas ce genre de prise de décision là-dessus, quoi. Et comme je disais au tout début de ce début du match, si on garde sur la première minute de match, moi le match je l'ai trouvé sympa. Enfin, sur la première minute, quoi. Je me suis dit, ouais, il y avait un monde où on faisait quelque chose sur ce match-là. Mais ouais, je pense en fait ils lui ont donné trop de temps. Trop de temps sur ce match-là et du coup, en fait, ils ont trop voulu faire du storytelling pour raconter la rivalité, etc. Mais il n'y a pas besoin, je pense. Pas besoin d'aller aussi loin que ça. Fallait juste se taper pour se taper. Avoir une Liv Morgan qui essaie de gruger pour prendre des tombées à gauche à droite. Et une Rhea Ripley qui powerhouse en boucle. Et ça aurait suffi, en fait. Et ouais, c'est dur, quoi. C'est du dommage, quoi. Parce qu'il y avait des trucs à faire en plus. Et les deux avaient besoin de sortir un bon match. Et c'est raté. Et c'est dommage, quoi. Mais bon. J'ai assez craché sur ce match-là. Et de toute façon, je vais aussi cracher sur le prochain. Parce que... en parlant de match qui a trop de minutes.
le tag match Roman Reigns Cody Rhodes contre Solo Sikoa Jacob Fatu. Oh. Alors je comprends, c'est un match de Roman Reigns. Et match de Roman Reigns c'est lent, ça prend du temps, c'est long, etc. Mais je veux dire, t'es pas un catcheur japonais des années 90 quoi, Roman Reigns. Et puis bon, vas-y c'est pareil quoi. C'est un tag match normal. C'est dommage quand même, non? Il y avait pas plus intéressant là-dessus. Surtout que c'est un match qu'on aura qu'une seule fois. On aurait peut-être pu s'amuser un peu plus, un tornado, Mais bon, en fait, si tu mets une steep, t'es obligé de mettre un Inocel parce que c'est Bad Blood. Et si tu mets autre chose qu'un Inocel, tu peux pas le mettre en main event. Donc t'es bloqué. Et ouais, ça aurait... Après, un Inocel, j'aurais pris, pour le coup. Ça aurait été rigolo. Mais bon, faut que Roman Reigns accepte de prendre des spots un peu dangereux, etc. Pas sûr qu'il le fasse. Je sais pas si Solo Sikoa on est capable tout court. On l'a pas vu dans ce terrain-là non plus. Ouais, un peu long comme match, je trouve. J'ai trouvé, en tout cas, beaucoup trop de longueur. Pareil, ce match-là, on lui met 6-7 minutes de moins. Pas plus mal, 7 minutes, je crois que j'enlève pratiquement les trois quarts du match, mais je sais plus trop combien de temps le match dure, mais moi je l'ai trouvé long, j'ai trouvé dur à suivre. Puis du coup, en fait, le match là m'a même fait trouver Jacob Fatu chiant, quoi, à certains moments. En fait, moi, il y a deux acteurs que j'aime bien dans le match, c'est Jacob Fatu et Cody Rhodes, j'aime bien les deux. Roman Reigns, j'ai jamais été contre, mais j'ai jamais été particulièrement un énorme fan de Roman Reigns. J'ai un peu le même avis sur Roman Reigns que j'ai sur CM Punk, quoi. C'est pas mes catcheurs préférés. Je comprends pourquoi les gens peuvent les aimer, mais juste, je suis pas client d'un Roman Reigns. Et Solo Sikoa, pour moi, il a ce problème-là qui s'est fait jeter dans un truc. Lui, c'est le dindon de la farce, en fait. Lui, c'est des mecs qui se sont fait une vanne à un moment et se sont dit, vas-y, viens, on sort Solo Sikoa DXT et on le met en sous-chef de la Bloodline. Et je pense qu'ils se dit, oh, t'es con. Et il y a quelqu'un qui passe derrière qui a dit, oh, c'est une super idée, ça. Ou voilà. Solo Sikoa, c'est fait. Solo Sikoa, de toute façon, c'est celui qui se fait le plus baiser dans cette affaire-là. Parce que pour moi, quand il était du côté NXT, il y avait un petit truc. Il y avait une potentielle présence, etc. Il y avait un truc potentiellement à faire. Il se fait monter en main roster à partir du moment où dès qu'il gagne le titre nord-américain, donc il a même pas de règne. Et à partir de là, il devient juste enforcer. Bon, je vais revenir parce qu'en plus j'ai un truc sur storytelling de Solo Sikoa que j'aime pas du tout, mais ça je vais revenir un petit peu après dans le match. Mais si j'aime beaucoup Roman et par le passé j'étais client de la formule des matchs de la Bloodline et maintenant ces matchs-là j'en suis habitué. Bah ouais. En plus j'en parlais sur un match sur le match de Priest Finn tout à l'heure. C'est que en fait il y avait il y a cette formule Bloodline qu'il y avait avant, où il y avait beaucoup d'interventions dans les fan matchs et beaucoup d'overbooking, qui était moins dérangeante parce que ça arrivait à Roman Reigns et que Roman Reigns défendait son titre tous les 3-4 mois. Donc on se lassait moins, et parce que ça arrivait pas souvent. Maintenant, ça arrive 2-3 fois par pay-per-view. Et pas que pour des matchs pour le titre, et pas que pour Roman Reigns. Et cette formule Bloodline là, c'est une formule qui s'est généralisée pour tout le monde. Finn Balor, il y a l'intervention du Judgment Day dedans. Liv Morgan, il y a l'intervention de Raquel Rodriguez. Nia Jax, Bayley, il y a l'intervention de Tiffany. Sur le pay-per-view là, il y a quand même, sur 5 matchs, il y a 4 fois des interventions extérieures. C'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup, 4 interventions extérieures sur 5 matchs. Et tout ça pour pas faire des victoires clean. Alors que c'est des matchs qui sont censés à peu près terminer la rivalité. La seule victoire clean, c'est celle de Punk. C'est dommage, quoi. En fait, du coup, il y a que McIntyre qui passe pour un con dans l'affaire. Parce que c'est le seul qui perd clean. C'est dommage, De toute façon, dommage, je crois que c'est le mot que j'ai le plus répété de toute la vidéo. En même temps, c'est vrai, c'est un peu le bilan du pay-per-view, quoi. C'est qu'il est dommage tout du long. Mais ouais, j'espère que ça s'arrête là pour Cody, en tout cas. Ça a l'air d'être le cas, vu ce qui arrive après. Mais ouais, du coup, le match se passe. En fait, la première partie est un peu drôle, parce que voilà, il y a le côté retour Roman Reigns, etc. Présence Jacob Fatu, qui a une super présence sur le ring.
Il y a le côté un peu rigolo de voir Cody et Roman Reigns ensemble. Donc, je trouve sur les 2-3 premières minutes du match, ça marche bien. Ça fonctionne à peu près. On voit où ça va. Et puis à peu près, en fait, il y a toute cette période-là qui dure, je crois, à peu près une dizaine de minutes, où t'as une domination de Solo Jacob sur Cody Rhodes. Et en fait, sur toute cette partie-là, alors certes, c'est la construction classique tag match, mais justement, quoi, en fait, c'est le problème, c'est que c'est un tag match qu'on a vu 100 fois. On l'a vu 100 fois ce tag team match-là, et c'est dommage de le faire sur un match où t'as ton champion du monde dedans, en main event d'un pay-per-view, avec autant d'enjeux qu'un Cody Roman contre Solo Jacob. Et pareil, Solo Sikoa, déjà je trouve qu'on lui rend pas service depuis le départ, parce que je vais venir moi sur storytelling de Solo Sikoa depuis son départ. Je bois juste un coup. Mais à ses débuts à NXT, Solo Sikoa il est présenté comme étant un mec qui est plutôt fort. Pas invincible, mais fort. Il finit par gagner un titre nord-américain. Instantanément, il part main roster pour débuter là-bas. Il aide Roman Reigns à je crois que c'est Clash at the Castle, les débuts, où il empêche Drew McIntyre de gagner le titre. Donc voilà, et à partir de là, Solo Sikoa paraît comme étant, lui, la force brute de Roman Reigns. Et devient pratiquement sous-chef de la Bloodline à ce moment-là. Donc pourquoi pas ? C'est à peu près cohérent, surtout qu'à ce moment-là, il est booké un peu comme Jacob Fatu l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est fort, il gagne ses matchs en solo. Et il paraît vraiment costaud sur le coup. Alors pareil, sur le ring c'est perceptible, etc., mais au moins c'est cohérent. Il est le sous-chef d'une faction qui est forte, donc il est fort. Ensuite, donc ça dure pendant un certain temps, ensuite WrestleMania arrive et The Rock arrive. Et à partir du moment où The Rock arrive, ça fait déjà 2 personnes qui sont supposées fortes dans le clan. C'est après qu'ils sont intervenus. J'avais un doute. Il me semblait que c'était avant, mais c'est possible que ce soit un peu après qu'ils du coup ils s'en séparent tout de suite. Mais c'est possible. De toute façon, c'est dans la période là à peu près. Mais voilà, c'est dans ces eaux-là. Mais bon, ça revient à peu près au même. Mais ouais, j'avais un doute si c'était avant ou après. Et du coup, il y a ces 2 entités fortes là qui sont Roman Reigns et The Rock. Donc t'as 2 personnes qui déjà participent pas au weekly, qui participent pas beaucoup tout court, mais qui sont là et qui ont une super présence et tout, et qui ont besoin d'être là, parce qu'ils portent un peu cette route vers la WrestleMania. Et du coup, Solo Sikoa, il doit perdre des matchs. Donc il perd. Le problème, c'est qu'il perd beaucoup. Donc ce mec-là qui avait l'air fort, il perd certes contre des bons, mais il perd tout le temps. Donc déjà, Solo perd un peu ce côté super fort qu'il avait à ses départs, qu'il avait à son début dans le main roster. Et lui, un peu le seul truc qu'il avait, c'est qu'il paraissait pas être quelqu'un de un peu sournois, intelligent, etc. Surtout que lui, quand il faisait gagner Roman Reigns, c'était limite s'il engueulait pas Roman Reigns parce qu'il était pas capable de faire le boulot tout seul. Et limite, ça emmerdait Solo Sikoa d'avoir à intervenir. Donc Roman Reigns passait plus pour le chef un peu, entre guillemets, intelligent, sournois, mais pas si fort que ça, parce qu'il peut pas tout le temps gagner tout seul. Là où Solo Sikoa passait vraiment pour les gros bras en disant je suis obligé de faire le boulot à ta place parce que t'es pas capable de faire le taf. Mais ça me va parce que t'es le chef de la famille, donc on se partage les tâches, en soi. Et arrive le moment du coup où Roman Reigns perd le titre, et où Solo devient le chef de la Bloodline, et en fait il reprend pas ce rôle de chef fort, il reprend exactement le rôle de Roman, mais du coup il est pas champion, donc il a rien à conserver. Lui en plus, donc il a pas ce côté particulier, il essaye de prendre ce côté un peu sournois, un peu intelligent, mais sauf qu'on nous l'a pas vendu pendant pratiquement 1 an et demi. On nous l'a vendu comme étant une force brute pendant tout ce temps-là, mais une force brute qui vient de perdre depuis 3 mois. En boucle. Donc pas terrible. Et qui du coup a besoin de tricher pour en plus ne pas gagner ses matchs. Donc Solo, pour moi, c'est une victime du booking de WWE post la WrestleMania. En fait, du coup, tout le monde déteste Solo, et je pense que tout le monde déteste Solo pour les mauvaises raisons, parce que je pense qu'il est juste victime du storytelling et du scénario de la WWE. Alors on peut ne pas aimer Solo en tant que catcheur. En même temps, il montre rien. Mais le problème, c'est que pour moi, il montre rien, mais c'est pas de sa faute, quoi.
Alors après là c'est vraiment ce que je pense moi pour le coup. Et c'est vraiment pour mettre, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de haine sur Solo Sequoia, etc. Bon après souvent c'est le réseau, etc. On exagère un peu, c'est le jeu aussi, c'est rigolo. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui détestent vraiment premier degré Solo Sequoia, euh, alors qu'en vrai je pense que c'est vraiment pas de sa faute. Pour le coup je pense que juste il se retrouve, c'est un... Ah, il y a des bugs quelque part parce que chez moi j'ai rien du tout. Si je fais des swaps, attends, je vais vérifier. Hop. C'est au niveau du son? J'ai pas eu de... J'ai pas eu de bug sur le son ici, et là... Moi, chez moi, j'ai rien. J'ai pas de bug de mon côté. J'ai pas de drop ou quoi. Pas de drop dans le son. C'est bon, ça remarche? Ok. Mais ouais, du coup, ce que je disais, c'est que... en gros, pour moi, Solo Sequoia, il est un peu victime du booking, au global. Et je pense qu'il est meilleur que ce qu'on veut nous faire croire. Donc c'est un peu... pour moi, c'est le problème, c'est que je pense qu'il est, il est un peu victime de tout ce qui se passe autour de lui, de tout le storytelling, etc. Et du coup, bah, en fait, c'est un petit poisson qu'on a mis dans un océan, quoi. C'est... Pour le coup, c'est juste... lui, on l'a mis beaucoup trop tôt, beaucoup trop haut. Et je pense qu'il a des capacités, je pense qu'il est capable de faire des trucs, mais juste, ben... il s'est retrouvé dans quelque chose dans lequel il aurait pas dû être aussi vite. Et c'est vrai qu'un Jacob Fatou qui lui avait un peu connu d'indépendant, etc., qui a eu un peu le temps de se forger, il a un truc. Pareil pour Tamatonga, il y a un truc. Mais Solo, en fait, Solo, il a ce problème-là que lui, il a pas d'expérience, il s'est rien forgé pour le moment. Donc, il se retrouve à devoir être le chef de mecs qui ont 20 ans d'expérience dans leur dos, quoi. C'est pas cohérent. Et et ouais, il manque un peu tout ce côté-là pour Solo. C'est un peu le gros problème pour lui, quoi. Donc je pense pour moi, il est un peu victime de tout le reste. Et c'est vrai que bah quand tu regardes sur le match là, il fait tâche, quoi. Il fait un peu tâche. Et on retrouve un peu un côté cool sur le match sur les peut-être 5 dernières minutes où ça s'enchaîne un peu. T'as Jacob Fatou qui commence à faire des trucs. Moi, j'ai trouvé un truc qui était un peu dommage sur un spot que j'ai trouvé rigolo. C'est le moment où Cody fait... au moment de faire son splash, il fait cette espèce de bon bah salut Roman, je te laisse terminer le match, je me suicide pour toi. Ça aurait été énorme que juste après le splash, Jacob Fatou il se relève, il le vend pas. Ça, je suis désolé, mais ça aurait été parfait. Bon bah tu t'es suicidé pour rien. On fait le 2 contre 1 maintenant sur Roman Reigns et du coup Roman Reigns doit essayer de revenir fort, etc. Je pense qu'il y avait un truc à faire là-dessus. Bon ils le font pas, je peux comprendre. Mais ça aurait été drôle. Après, du coup, il y a tout ce côté-là où du coup, bah, Solo et Cody sont en dehors du match. Il y a, bah, du coup, la dernière intervention du truc où t'as le reste de la Bloodline côté Solo, qui débarque pour l'aider, avec Tamatonga et Tongaloa. Ouais, c'est ça, c'est, bon, après, Tamatonga, il a eu des bons matchs dans sa carrière. Pour le coup, il a eu des bons matchs. Cette année d'ailleurs, hein, cette année il a eu bons matchs du côté NJPW et tout, donc avant d'arriver WWE. Et en vrai, moi, Tamatonga, moi je suis plutôt convaincu de lui, hein, depuis qu'il a commencé. Mais oui, Solo, dans tous les cas, il y a un problème. Mais pour moi, le problème de Solo Sikoa, il vient pas de Solo Sikoa. Pour moi, il vient de tout ce qui a été construit avec lui depuis le départ. Mais ouais, du coup, il y a cette invention là. Et la seule surprise du show qui est à peu près sympa, c'est le retour de Jimmy Uso. Ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et c'est le seul truc qui était surprenant, c'est le truc auquel je pense qu'on s'attendait pas trop. Enfin, on s'attendait à un retour de Jimmy plus ou moins proche, mais on s'y attendait pas particulièrement.
c'était bien fait. Avec la capuche, etc., le super kick. Bon, une fois qu'on voit le mec avec le hoodie, la capuche, la cagoule, on se doute que c'est lui, mais c'est bien vendu quand même. Pour le coup, j'étais ah cool. J'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé ça sympa. Donc bon retour pour Jimmy. Pas intéressant, oui, c'est pas un énorme catcheur non plus, mais il est capable. C'est pas un incompétent complet, hein, Matonga. Mais je peux comprendre. Après, c'est toujours pareil. Par exemple, si on se base sur le ladder match, oui, c'est pas pas le mec le plus dingue de l'histoire, quoi. Mais si on devait lui donner une note sur 10, c'est un 5 sur 10, quoi, Tamatonga. Il est pas nul. Je le vois pas soulever un titre mondial un jour, mais il a le mérite d'exister. Il est capable de sortir des bons matchs contre les bons adversaires de temps en temps, je pense. Mais ouais, du coup, retour de Jimmy, qui est bien en plus, du coup, qui va visiblement retourner vers Roman Reigns. Bon, c'est bien, on sait que ça pour préparer War Games aussi. Il faut bien les préparer. Victoire du coup, Roman Reigns, logique, hein, on s'attendait pas. Alors moi, à titre personnel, j'aurais bien aimé une victoire quand même de Solo Sikoa. Surtout que comme on a dit, la Bloodline intervient. Alors même s'il y a la contre-intervention de Jimmy, j'aurais peut-être préféré l'avoir en après-match, sur un beatdown, etc. Parce que, en fait, c'est le truc, c'est que je pense pas que Roman Reigns et Cody avaient besoin de gagner. Et je trouve même que ça aurait peut-être été plus parlant côté Cody que qui perdent le match pour la suite. Je vais y revenir après parce que j'ai une autre diapo pour lui, mais pour Cody, mais je trouve que pour lui ça aurait été plus parlant de perdre le match et entre guillemets de s'être allié avec son pire ennemi pour rien. Je trouvais qu'il y avait peut-être une belle histoire à raconter là-dessus, mais pourquoi pas à la limite. Je trouve que du coup ça fait beaucoup de mal à Solo et je trouve que ça fait pas beaucoup de bien à Cody Roman. Et je trouve qu'ils auraient rien perdu à perdre en fait. Plus ça. Donc, ouais, un 4 sur 10 pour Thomas. Oui, bon, 4 sur 10, 5 sur 10. Ça va, c'est. Et je pense qu'il est capable de monter sur ses bonnes journées, il est capable de monter à un 6,5. Il y a besoin de catcheurs comme ça aussi, hein. C'est bien. Et bon, après, voilà. À la WWE, il arrivera peut-être à se trouver des trucs aussi. Moi, je connais pas Tamatanga depuis très longtemps, mais je pense qu'il a des capacités aussi. Il a un registre. À voir à voir surtout comment ça se développe dans les années à venir, si à un moment il est en solo, etc. Mais faut voir. Disons que physiquement il fait pas tâche déjà, ce qui déjà me plaît pas mal. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'aurais préféré que j'aurais préféré que la Team Face perde aussi. Ouais, je pense que. En fait, je pense qu'il y a une meilleure histoire à raconter avec une défaite de Cody Roman qu'avec une victoire. Et du coup, arrive l'après-match. Donc The Rock. Merci Pat McAfee de nous l'avoir spoilé, parce que je crois que tout le monde était au courant du coup. Non, donc pas cool déjà. Bon, l'avantage c'est qu'il fait pas grand chose de son retour. Il vient, je pense que son retour veut dire c'est peut-être lui le chef de la Bloodline Solo Sikoa. Est-ce qu'il sera là à War Games? Peut-être. J'ai du mal à voir The Rock s'investir dans un War Games quand même. S'il le fait, respect. Mais je pense pas qu'il le fera. Mais je suis un peu curieux de voir, de voir où est-ce que ça va, vu qu'il arrive tôt par rapport à la route pour WrestleMania. Donc je suis vraiment curieux de voir où ça va avec lui. Disons que si c'est... De toute façon, on va le voir pour la suite, mais si ça écarte définitivement le titre mondial de l'histoire de la Bloodline et qu'ils font leur truc entre eux, moi ça me va. Ça me va, à partir de là, qu'ils fassent leur truc entre eux, je trouve que c'est très bien, s'ils font leur truc sur le côté, et que ça laisse Cody emmener le titre autre part.
peut-être potentiellement pour le perdre ou quoi, je sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être un truc à tirer à ce niveau-là. En fait, je suis curieux parce qu'il revient dans un timing qui est pas incohérent. Je sais pas s'il va être là dans le Wargames. En tout cas, du coup, en fait, le timing est curieux. C'est surtout ça. Donc pourquoi pas. En vrai, le timing est curieux du retour de The Rock, donc c'est surtout ça qui m'intrigue plus qu'autre chose. Je suis curieux de voir la suite, et je suis curieux de voir ce que ça peut donner dans la foulée. Mais après, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le retour en lui-même. Il fait le compte 1, 2, 3. Je sais pas trop ce que ça veut dire en lui-même. Bon, on va voir, on verra la suite. Mais pourquoi pas en vrai. Disons quoi, c'est surtout le timing qui est plus intriguant qu'autre chose. Et du coup, je crois que c'est la dernière diapo, il me semble que c'est la dernière diapo. Moi, c'est le truc que j'ai trouvé le plus positif. J'ai beaucoup aimé comment ça a été amené, parce que du coup, ça s'est pas diffusé dans le show. C'est diffusé sur les réseaux sociaux en après-coup. On a ce petit segment d'une dispute entre Cody Rhodes et Kevin Owens qui est chopé backstage. Donc on devine facilement le sujet. Kevin Owens qui lui se bat contre la Bloodline depuis des années maintenant, littéralement des années, qui était pas content que Cody Rhodes fasse équipe et du coup avec Roman Reigns parce que voilà c'est les ennemis au final. Donc on sait qu'il y a cette dispute idéologique là entre les deux. Et ça se frictionne complètement dans le parking. Kevin Owens en met une à Cody. Et du coup, derrière, se barre. Moi, j'adore le principe d'avoir ce côté quasi réel. D'avoir ce truc du... C'est pas diffusé. Bon, même s'il y avait un caméraman en 1080p au-dessus du parking, mais c'était pas dans le show, etc. Je trouve l'idée... Moi, je trouve l'idée trop cool. D'avoir ce truc un peu espèce d'image volée, et ça c'est un truc que je trouve qu'ils font pas assez, parce que ça rajoute vraiment une dimension réelle qui est trop cool à ce segment là. C'est étonnant de faire le turn comme ça de Kevin Owens, parce que c'est vrai que du coup t'as pas la réaction publique, etc. Mais moi je trouve ça trop cool, parce que ça paraît tellement naturel, tellement réel, que ça marche bien en fait. C'est tellement, c'est super organique quoi de le faire de cette manière là. Mais pareil, du coup, comment ça se passe? À Crown Jewel, le titre, il est pas défendu. Donc là, Kevin Owens, il vient de turn sur Cody pour rien. Parce qu'il aura pas de match pour le titre tout de suite. Donc c'est un peu ça qui me rend... En fait, c'est pareil, là c'est le contraire de The Rock, où je trouve le timing curieux, parce que je trouve qu'il y avait un truc à raconter sur le long terme. Là, on nous vend quelque chose plus pour le court terme, mais il peut rien se passer à court terme. Donc c'est dommage. Donc il y a cette situation-là. En fait, je trouve l'idée cool, le principe est cool de ce turn-là. La réalisation, je la trouve super bien faite. Je trouve que c'est vachement cohérent. Moi, ce qui me fait peur, du coup, j'avais une réflexion de me dire, est-ce que Kevin Owens va rejoindre la Bloodline solo contre Cody dans le Wargames? En fait, c'est ça que j'ai pas envie de voir. En fait, c'est le seul truc qui me fait peur. Je pense pas qu'on nous vend ça. Mais au moment où j'ai vu ça, j'ai eu cette petite idée dans ma tête. C'est peu probable, mais je me dis que c'est possible que l'idée existe quelque part. Et c'est surtout ça, moi, qui me fait un peu peur. C'est que j'ai pas envie d'avoir Kevin Owens qui rejoint la Bloodline d'une manière ou d'une autre. Même si c'est une Bloodline ultra gentille, ultra positive, etc. On nous a trop vendu une haine de Kevin Owens pour la Bloodline sous toutes ses formes pour qu'il l'accepte. Donc, j'espère qu'on nous vendra pas ça, et j'espère vraiment que c'est juste un truc pour sortir le titre de justement de la Bloodline et d'avoir une rivalité Kevin Owens Cody Rhodes qui part là-dessus. Ça, c'est le truc que j'espère. Pour le coup. J'espère vraiment que ça nous sort le titre, et j'espère même que Kevin Owens gagne le titre. Pour le coup, moi, c'est ma volonté. Et bon, si je me joue au jeu du pronostic très longue durée, j'aimerais que Kevin Owens gagne le titre pour que potentiellement Sami Zayn gagne le Royal Rumble, et peut-être avoir un Kevin Owens Sami Zayn pour le titre à WrestleMania.
Mais bon, là, c'est scénario de rêve et fantasy booking à balle. Mais je pense en fait, je pense qu'il y a un truc qui est ultra sympa à pouvoir tirer de cette idée-là, en fait, qu'il y a entre les deux. Et en fait, il y a vraiment une possibilité de tout pourrir très facilement. Donc j'espère qu'ils vont pas pourrir le truc, et j'espère qu'ils vont rester sur le principe de garder une bonne idée et de juste faire un Kevin Owens contre Cody Rhodes à Wargames, et enfin Survivor Series, en 1 contre 1, match pour le titre. Et avec un Kevin Owens qui n'hésite pas à y aller de manière heel pour essayer de gagner le titre. Ça, c'est tout ce que j'espère. J'ai pas envie de voir Kevin Owens et Cody Rhodes faire partie du Wargames, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le côté aussi règne long, parce que du coup, en fait, le truc, c'est que si Cody conserve, ça veut très probablement dire qu'on va se taper Roman Reigns vainqueur ou The Rock vainqueur du Rumble. Et du coup, on continue. C'est un peu chiant. Ça, 3 années de suite, un Cody Roman à WrestleMania. Sans merde, non. Individuellement, je les aime beaucoup, hein, Cody et Roman, mais j'aime bien quand ça tourne, surtout que je pense qu'il y a des belles histoires à faire. Je pense qu'une histoire de Kevin Owens qui retouche enfin un titre mondial, ça peut être super. Il y a beaucoup d'histoires à écrire, quoi. Et j'adore Cody, je trouve que le rôle qu'il a actuellement en tant que champion du monde, je trouve que c'est ultra pertinent, je trouve que ça fonctionne super bien. Juste, on peut donner sa chance à quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé de refaire un règne d'1 an et demi, 2 ans. Pas d'obligation. Pas dans son contrat, je pense. J'espère pas. Et ce serait bien de faire tourner un peu parce que SmackDown, ça a un problème que ça paraît en fait complètement immobile d'un point de vue extérieur, SmackDown. En 5 ans, il y a eu 2 champions. C'est c'est vachement immobile, quoi, comme truc. Donc et moi, quand c'est trop immobile comme ça me donne pas une grosse envie de regarder. Donc ouais, je suis pas fan de l'idée non plus d'avoir des règnes ultra longs. En fait, ça me dérange. Le principe des règnes longs me dérange pas, mais on en enchaîne beaucoup ces derniers temps. Donc c'est dommage et ça laisse pas renouveler un peu la scène et tout. C'est surtout que ouais, surtout qu'il y a des histoires sympas à écrire, quoi. C'est pas comme si on était dans un roster un peu comme Rollins au début où le roster était pas très bon. Là, le roster il est stack, quoi. Il y a des mecs à qui on pourrait donner des titres. C'est costaud, quoi. Mais du coup, on est un peu bloqué. À avoir un Andrade qui a un petit règne de 2-3 mois, ce serait pas déconnant, par exemple. Et Jay Styles qui reprenne un petit titre quelques mois avant de prendre sa retraite, c'est pas déconnant non plus. Mais du coup, tous ces gens-là, ils sont complètement bloqués. Pour servir de chair à canon à des champions à qui on donne un peu plus à qui on donne plus de crédit au final pour leur faire des règnes qui sont ultra longs et leur donner une ultra crédibilité. Et en plus, eux, c'est les seuls qui subissent les défaites clean au final. C'est les seuls qui ont à subir ces défaites-là, là où les autres gros type Roman Reigns ou les heels de manière globale, eux ne subiront jamais ces défaites-là en 1, 2, 3 sur le ring sans intervention, etc. quoi. Donc c'est toujours les mêmes qui passent un peu pour des cons, et c'est toujours les mêmes qui ont le droit de rester forts en permanence. Ce que je trouve dommage. Parce que du coup, au final, c'est un peu le truc, c'est qu'on aura jamais eu ce Cody contre Roman qui se termine en 1, 2, 3 clean, pas d'intervention, rien. Mais maintenant, j'ai même plus une grosse envie de le voir. Pour ça, c'est trop long en fait. Le fait de devoir attendre 1 an entre chaque affrontement, ça me dérange un peu. Le fait que ça occupe 3 main events de WrestleMania potentiellement, ça me donne pas envie. Surtout qu'en plus, rien ne garantit qu'il n'y aurait pas d'intervention s'il y avait un épisode 3. Donc ça me dérange un peu. J'aime pas l'idée et j'ai pas une grosse envie de le voir.
Je crois que c'était la dernière diapo, hein. Oui, c'était la dernière diapo. Mais ouais, du coup, Beyond Bad Blood, je pense que c'est le mot que j'aurais le plus répété de toute la review, mais dommage, quoi. C'est dommage parce qu'en vrai, il y avait des bonnes idées, il y a des matchs que j'attendais un peu de voir. Il y avait des matchs que j'avais trop attendu de voir, comme le Priest Finn. Et le fait que j'ai presque plus envie d'être à Raw pour voir le Gunther Sami, pour voir le Woods mince. J'ai oublié le champion intercontinental. Jey Uso. Le Xavier Woods contre Jey Uso. Parce qu'au final, c'est presque des trucs où c'est presque souvent mieux écrit, puis c'est plus frais, c'est des affiches un peu plus sympas. Et typiquement, moi j'aime bien l'idée d'avoir ce Sami Gunther qui était à WrestleMania, et d'avoir la revanche plus tard, mais sans avoir besoin de réattendre à WrestleMania un an après. On a cette rivalité là qui dure, on sait qu'il y avait une tension entre les deux, mais il y a une cohérence dans le truc, ça s'affronte naturellement en cours d'année, parce qu'il y a un créneau pour et que ça tombe bien. Ça, pour le coup, ça, je trouve ça pas mal. Et en fait, c'est dommage que Cody et Roman Reigns soient presque trop gros pour pouvoir se permettre de faire ça. On perd cette idée-là d'avoir un Cody Roman en cours d'année, là où du coup on peut se permettre d'avoir un Sami Gunther en cours d'année. Ça, c'est dommage, je pense. Donc ouais, dans l'ensemble, le pay-per-view un peu dommage. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire et au final, on a juste envie de voir Raw et SmackDown du coup, parce que retour de The Rock, donc c'est un peu intriguant. Donc on sait pas si The Rock va être là à SmackDown, mais du coup ça donne presque envie de plus de voir SmackDown que de regarder Bad Blood. Donc ouais, c'était décevant quoi, décevant. Et puis pareil, ouais, comme je disais au tout début du stream, je pense que ce sera sur replay. Mais... Et parce qu'après ça, il y a la conférence de presse aussi, où du coup il y a la question fatidique de la représentation des personnes noires. Juste après ce pay-per-view là, où les seules personnes noires qui sont dans le pay-per-view, c'est pour faire les clowns. C'est lourd quoi. C'est le pay-per-view, il est le pay-per-view, il est un peu on s'en rappellera pas, il est pas mémorable. Et en fait, probablement la seule chose pour laquelle il sera mémorable, c'est le retour de The Rock, qui est pas un match, même si voilà, c'est cool qu'il revienne, mais c'est pas un match quoi, c'est à côté. Bon, il y a quand même le Punk McIntyre, mais pareil, il aurait été en main event, il aurait été bien plus mémorable qu'en étant dans l'opener. Donc pareil, c'est dommage de devoir mettre ce match-là en opener parce que The Rock revient. C'est con quoi, surtout que voilà, le tag team il est pas très bon, c'est pas un très bon match, donc tu te forces à mettre un match qui est pas très bon en main event pour un événement extra match. Dommage aussi. Et au final, on se rappellera probablement plus pour la question du journaliste en conférence de bonjour, vous n'utilisez pas les catcheurs noirs à part pour faire des clowns. Est-ce que ça pose un problème? Et il est Triple H qui est incapable de répondre. C'est quand même fabuleux, quoi. C'est surtout qu'en plus il y a des réponses à apporter à ça, mais bon, c'est quel dommage. C'est vraiment un pay-per-view qui te fait un peu passer pour des cons ensemble, je trouve. Surtout en fait, plus les pay-per-view avancent, moins j'ai la foi de poursuivre le truc et d'être optimiste, parce que ça me donne j'ai l'impression en fait que à chaque fois j'essaie de donner une chance et j'essaye de me dire ok non mais vas-y, il y a des histoires sympas, peut-être que cette fois il va se dire ça va changer, peut-être que là il commence à comprendre, mais à chaque fois on se retrouve un peu avec la même soupe, un peu avec le même délire, et on sait que pour avoir un changement drastique il va falloir attendre WrestleMania ou les gros pay-per-view, Royal Rumble, Survivor Series, et ouais, je trouve ça lourd. Je trouve que c'est lourd. C'est compliqué. C'est ouais. C'est en fait ouais, ça
je vais continuer de suivre parce que il y a beaucoup de choses que j'aime bien, il y a beaucoup de catcheurs que j'aime bien, il y a des storylines qui sont cool à suivre, il y a des mecs que j'aime beaucoup. Mais je sais que je vais suivre avec moins d'assiduité et que là on va arriver dans des périodes où je vais pas hésiter à passer des trucs parce que ça m'ennuie quoi. Là où depuis très longtemps j'ai toujours fait l'effort de tout regarder, mais je pense que maintenant je vais avoir quand même ce réflexe de parfois de me dire bon vas-y je peux peut-être gagner 20 minutes parce que je sais que ça mène à rien et je vais juste le passer. Alors que c'est des trucs que je faisais l'effort de ne pas faire justement. Donc ouais c'est dommage parce que ouais plus le temps passe et moins je prends de plaisir à suivre ça. Heureusement plus le temps passe plus je prends de plaisir à suivre les autres fédérations de catch. Donc on va dire que ça se transvase naturellement. Donc je perds pas de passion pour le catch mais je perds juste de la passion pour la WWE de manière globale. C'est con parce que je trouve ça dommage que ça arrive par Triple H. Je pensais pas que ça arriverait par lui parce que je suis probablement moi ma période préférée dans le catch ça a toujours été NXT Black and Gold. C'est la partie que j'ai préférée de ma vie dans le catch. J'ai adoré cette période là et je pensais pas que ce serait lui qui me décevrait et je me sens d'autant plus trahi en final du fait que ce soit lui qui me fasse perdre cette passion pour la compagnie là. Et ouais, c'est vraiment, c'est plus, je vis plus comme une trahison que comme juste une perte d'intérêt, quoi. C'est juste, bah. Je pensais que toi, tu ferais l'effort d'eux, quoi. Il l'a fait d'ailleurs pendant un temps, mais à Black and Gold. C'est lui qui m'avait redonné un énorme intérêt à une période pour le catch. Hein. C'est une période où je commence à en avoir moins. Et du coup, bah, je me disais, ah bah tiens, c'est bon, ça va changer. On va enfin avoir les choses comme on le voudrait. Et au final, non. Au final, il y a des choses qu'on a améliorées, mais on en a perdu beaucoup. Et c'est vraiment décevant. Pour le coup, c'est vraiment décevant. Bon, en tout cas, moi, je pense que ça va être fini pour pour la review là. Je vais probablement m'arrêter là. Comme je disais, je sais pas encore sur quelle chaîne ça va se retrouver. En tout cas pour le replay. Dans tous les cas, il y aura le replay en dessous depuis le début sur la VOD Twitch. Mais je sais pas si ça sortira sur ma chaîne YouTube à moi ou sur celle de Squash FM. Je pense que je me déciderai, mais je vais probablement pas l'upload ce soir. Peut-être plus tard dans la semaine, à voir. Il m'a découvert WWE après WrestleMania 40, j'ai arrêté de regarder WWE et maintenant je regarde WWE. Ben ouais, je comprends. Hein. En vrai, la WWE, tout n'est pas parfait, clairement pas. Mais en fait, il se rate avec de la bonne volonté quand il se rate. C'est là où je leur accorde au moins le point, c'est que parfois il se rate, mais au moins j'y vois de la bonne volonté. De tenter de faire des trucs. Alors bon, il y a toujours des trucs giga nazes, genre Chris Jericho. Bon, il nous bloque tout le temps, il nous emmerde pendant 20 minutes par show, mais bon, voilà, c'est le fou du métro qui nous emmerde pendant les shows, quoi. Mais au moins il y a de la bonne volonté, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à regarder. Moi je sais que j'aime bien regarder Collision parce qu'il y a du catch, il y a des gens qu'on voit un peu moins, c'est rigolo à regarder, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Et c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à regarder WWE. Ça a le mérite d'être sympa. En plus, il y a les programmes sont cool actuellement. Il y a ce truc ultra intriguant avec Moxley, avec son clan, etc. Je pense qu'on y reviendra probablement avec Sofiane sur Squash FM un peu plus tard. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de WWE non plus. Mais ouais, parce que je crois que la dernière fois qu'on a parlé de WWE, c'est pour faire le bilan des 5 ans. Donc c'était il y a un mois, je pense, 1 ou 2 mois maintenant. Donc je pense qu'il y a des trucs à dire sur WWE. Faudra juste qu'on trouve un angle pour en parler un peu plus. Mais ouais, surtout que ouais, ces derniers temps, il y a tellement de trucs cool, je trouve, de manière globale. Peut-être refaire une vidéo un peu mercato comme on avait fait avec Julia Evaker, mais peut-être le faire avec Bobby Lashley, Shelton Benjamin. Je sais pas si ça vaut le coup, je pense que tout le monde connaît Bobby Lashley, Shelton Benjamin, c'est un peu le problème.
Julia et Vacker, elles arrivaient d'endroits un peu méconnus, donc ça avait un côté pratique. Mais peut-être que ça peut nous permettre d'attaquer sur d'autres angles. Mais pourquoi pas? Pourquoi réfléchir de toute façon? Et ouais, W, c'est bien en ce moment. Bien en ce moment, et bah c'est vrai que ça. J'attends plus ces épisodes de Dynamite et Collision que Raw et SmackDown. C'est quand même dommage pour une compagnie que je regarde depuis quoi, peut-être 16-17 ans maintenant. Et pour le coup, en plus, je suis un fan qui est facile à conquérir, quoi. C'est le truc, c'est que je suis facile à convaincre. Hein. Mais là, c'est dur, quoi. C'est dur de me faire aimer le produit actuel. Alors que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'acteurs indépendamment que j'aime beaucoup. La réalisation, elle a jamais été aussi bonne que depuis que Triple H a repris le truc. En fait, le truc c'est qu'il y a presque que du positif, à part dans peut-être le booking en lui-même, quoi. Dans la prévisibilité de la chose, les formats pay-per-view, les formats PLE. Il y a vraiment pas grand chose à corriger pour que WWE ça soit très bien. Et non. C'est dommage. En fait, je me dis, ils en sortiraient peut-être mieux s'ils décidaient si Roman Reigns partait genre complètement faire du cinéma et qu'il disait voilà, je prends ma retraite du catch. Je me demande si on s'en sortirait pas mieux, quoi. De pas avoir l'ombre Roman Reigns au-dessus de la WWE. Mais ouais, c'est dur à dire, quoi, parce qu'il apporte beaucoup aussi. Mais en fait, sa présence, c'est à la fois un des plus grands, un des meilleurs trucs de la WWE, mais un de ses plus gros problèmes, quoi, c'est qu'ils sont obligés de lui garder un spot à chaque fois et ça bloque tout. Le fait qu'il existe bloque tout. Donc ouais, en fait c'est un peu ce mec qui est trop, c'est un peu ce mec comme dans les comics ou dans les films qui est trop fort et qui du coup t'es obligé d'inventer des règles bizarres que t'avais pas présentées dans ton histoire initiale pour pouvoir le battre, quoi. Et le fait qu'il existe dans ton univers, ben fait que y a un blocage, quoi. Je pense ouais, peut-être le problème de fait c'est l'existence de Roman Reigns, qui est dommage, quoi, parce que le personnage est bon et tout fonctionne bien, mais son existence te bloque. Et en plus c'est un faux blocage, hein, parce qu'il suffirait qu'il parte clean, hein. Je vais perdre clean contre un mec bon et voilà, c'est bon, ça repart, hein, mais c'est juste une barrière mentale qui existe chez les bookers que comme Roman Reigns vient pas souvent par an et que c'est censé être ton numéro 1, ben il peut pas perdre et tu peux pas le forcer à venir. C'est ce blocage là. Mais je pense que c'est peut-être un sujet à creuser un peu plus. Parce que je pense que la déception de Super Review aussi me fait peut-être voir le truc plus noir qu'il ne l'est vraiment. C'est possible aussi. Mais ouais, je me demande s'il n'y a pas un truc à creuser sur le fait que Roman Reigns soit un problème de la WWE, quoi. Ou soit peut-être même le plus gros problème. Alors après, c'est pas lui qui cause le problème, c'est son existence, donc comment dire, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est le personnage de Roman Reigns qui bloque le truc, quoi. Et du coup, le problème vient du booking en lui-même. Mais ouais. Je pense qu'il y a un truc à creuser. Mais en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, comme je disais, ouais, le replay, je ne sais pas s'il sera sur ma chaîne ou pas. Je pense que ça va se discuter. Je vais surtout écouter. Si je suis content du truc, je pense que je le mettrai sur Squash FM. De toute façon, il y aura l'annonce sur le Twitter de Squash FM. Si le replay va dessus, je le présenterai comme une émission. On verra à ce moment-là. Et si je suis content de moi, je le mettrai sur Squash FM. Sinon, je le mettrai sur ma chaîne à moi. Comme en plus c'est une animation en solo, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, donc je sais pas si c'est très écoutable. Je sais pas du tout en plus combien de temps ça a duré, parce que le live va pas démarrer tout de suite, je crois que ça dure pratiquement 1h30. Et je sais pas si ça a forcément été intéressant tout du long.
Faudra que je réécoute le tout. Mais en tout cas, c'est cool de pouvoir réagir à chaud. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire, que ce soit seul ou à deux. Avec Sofiane, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est un format que j'aime bien, je le referai peut-être. C'est juste avoir les retours, je pense. Si les retours sont plutôt négatifs, je le ferai peut-être juste pour moi, pour mon plaisir perso, et je le mettrai sur ma chaîne à moi. Si c'est apprécié, je pense que je le ferai. Ce sera peut-être plus régulier, et ce sera peut-être directement sur Squash FM. Mais ce sera à reconfirmer à ce moment-là. Et bien en tout cas, merci d'avoir regardé, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps. C'était la review de Bad Blood. C'était Squash FM. Et à la prochaine!